Bonjour, je suis Philippe Wozniak, praticien en gestion du stress et des émotions. J'ai décidé de vous proposer une série de vidéos pour vous parler d'une technique souvent présentée comme une technique anti-stress, mais qui en réalité est bien plus que ça. Je parlais de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est souvent présentée comme une simple technique respiratoire, alors qu'en réalité, le terme cohérence cardiaque désigne un phénomène physique, un état particulier dans lequel le corps peut se trouver et dans lequel on observe des effets au niveau physiologique et émotionnel. La technique respiratoire dont il est question n'est quant à elle que l'un des différents moyens qui permet d'entrer dans un état de cohérence cardiaque. Mais nous y reviendrons en détail un peu plus tard. La cohérence cardiaque a été introduite en France par le docteur David Servan-Schreiber dans son livre Guérir. Depuis son décès en 2011, c'est son confrère et ami le docteur David O'Hare qui continue à promouvoir et à développer cette technique, notamment en France d'où il est originaire et au Canada où il réside actuellement. La pratique régulière de la cohérence cardiaque permet d'obtenir des effets positifs et durables dans différents domaines liés à l'émotionnel. Elle permet par exemple de faire baisser le niveau de stress, de favoriser la perte de poids, car oui, le surpoids est en partie dû à nos émotions, ou simplement de réduire les troubles du sommeil. Bien entendu, la pratique de la cohérence cardiaque ne vient en aucun cas se substituer à la médecine traditionnelle, bien au contraire. Pour bien comprendre ce qu'est et comment fonctionne la cohérence cardiaque, il faut commencer par comprendre comment fonctionne notre corps. Le corps humain possède de nombreuses fonctions et de régulation automatiques, c'est-à-dire qui fonctionnent en arrière-plan, toutes seules, sans qu'on puisse intervenir dessus par la volonté. Par exemple, on sait que le rythme cardiaque s'adapte à notre activité. Il est bas au repos, mais accélère automatiquement si on fait un effort physique. Pourtant, on ne peut pas décider par la volonté de faire monter ou descendre son rythme cardiaque. Il en est de même pour d'autres fonctions physiologiques telles que la pression artérielle, le processus de digestion ou même la transpiration. Tout cela fonctionne automatiquement de manière autonome. Et bien justement, toutes ces fonctions automatiques sont gérées par ce qu'on appelle le système nerveux autonome. D'une certaine manière, le système nerveux autonome permet d'adapter en temps réel le fonctionnement du corps à notre environnement. C'est notamment lui qui nous permet de réagir face à la perception d'un danger et qui, une fois le danger écarté, permet de faire revenir le corps dans un état de repos, de détente et de réparation. Le système nerveux autonome est divisé en deux branches. La première branche est appelée système nerveux sympathique ou orthosympathique. C'est cette branche qui va être activée lorsque notre cerveau va percevoir une situation comme étant dangereuse pour nous, que le danger soit réel, fictif, physique ou psychologique. Lorsqu'un danger est perçu, le système nerveux sympathique va commander la production de certaines hormones, telles que l'adrénaline ou le cortisol. Il va faire augmenter le rythme cardiaque, dilater nos pupilles, mettre le système digestif en pause. En fait, tout ce qu'il faut pour nous préparer à répondre à la menace perçue par soit le combat, soit la fuite. La deuxième branche du système nerveux autonome est appelée système nerveux parasympathique. C'est cette branche qui va être activée une fois que le danger est écarté. C'est elle qui va faire en sorte que le corps puisse retourner dans un état de repos et de régénération. Pour cela, il va commander notamment la production d'hormones telles que l'acétylcholine ou la DHEA. Il va faire baisser le rythme cardiaque, calmer la respiration. Le corps va alors retourner dans un mode de fonctionnement normal dans lequel il va pouvoir régénérer ses batteries. Si on compare ça au fonctionnement d'une voiture, on peut dire que le système nerveux sympathique correspond à la pédale d'accélérateur, alors que le système nerveux parasympathique correspond à la pédale de frein. Imaginons qu'on fasse un trajet en voiture. En fonction du relief, des virages, des intersections, des limitations de vitesse, des autres usagers, eh bien on va parfois devoir appuyer sur l'accélérateur pour prendre de la vitesse, et parfois il faudra appuyer sur le frein pour ralentir, puis à nouveau accélérer, puis freiner. Avez-vous remarqué qu'on n'appuie que sur l'une ou l'autre des pédales, mais jamais les deux en même temps? Eh bien, c'est exactement la même chose pour le système nerveux autonome. Il active soit le système nerveux sympathique, soit le système nerveux parasympathique, mais jamais les deux en même temps. Parlons maintenant un peu du stress. C'est quoi le stress? Le stress, c'est une réaction du corps face à une perception. Lorsque notre cerveau perçoit ce qu'il considère comme un danger, et comme je l'ai dit précédemment, il peut être réel, fictif, physique ou psychologique, eh bien, il va appuyer sur l'accélérateur en activant le système nerveux sympathique pour mettre en place tous les mécanismes nécessaires à notre défense. Ensuite, lorsque le danger est écarté, il appuie sur le frein par le biais du système nerveux parasympathique pour effacer les traces de cette alerte et revenir dans un état d'apaisement. Et ainsi de suite pour chaque nouveau danger perçu.
Par contre, si le stress devient chronique, c'est-à-dire qu'il dure dans le temps sans période de répit, c'est comme si on gardait en permanence le pied sur l'accélérateur. Quel effet ça aurait sur la voiture? Eh bien, elle prendrait de la vitesse, le moteur risquerait de surchauffer, on surconsommerait du carburant et on augmenterait le risque de perdre le contrôle et d'avoir un accident. Parce que la voiture n'est pas faite pour fonctionner longtemps à plein régime. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le corps. En cas de stress chronique, le corps se fatigue, provoquant notamment des difficultés de mémorisation, de concentration, d'analyse et de prise de décision. Et comme le système immunitaire est également affaibli, il peut y avoir développement de diverses pathologies. En réalité, le vrai problème qui se cache derrière le stress, c'est le déséquilibre qu'il y a entre la surstimulation du système nerveux sympathique et la sous-stimulation du système nerveux parasympathique, c'est-à-dire trop d'accélération et trop peu de freinage. En réalité, le corps sait très bien gérer des situations de stress ponctuelles, mais il a besoin de périodes de repos qu'il n'a pas forcément toujours. Et c'est exactement ici qu'intervient la cohérence cardiaque. Le fait de faire entrer le corps dans un état de cohérence cardiaque va permettre de rééquilibrer les deux branches du système nerveux autonome, de rééquilibrer l'accélérateur et le frein, ce qui va permettre au corps de sortir naturellement de cet état de stress et de revenir à un état de fonctionnement normal. Voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur le système nerveux autonome qui joue un rôle important dans la cohérence cardiaque. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'un autre élément qui a une importance capitale dans le phénomène de cohérence cardiaque, le cœur. Donc, en attendant ce prochain épisode, si cette vidéo vous a plu ou si vous pensez que d'autres personnes pourraient être intéressées, likez-la ou partagez-la pour lui donner de la visibilité. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook, Philippe Wozniak Accompagnement. À très bientôt!